de Madame voilà, qui avait fait une demande par rapport aux interventions auprès des jeunes sur la sexualité. Voilà, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui débutent un peu dans le métier ou qui n'ont pas trop d'expérience, qui ne se sentent pas très à l'aise pour faire ces interventions qui, je le rappelle, sont obligatoires et font partie des heures que doivent avoir les jeunes. Ah, on m'entend pas? Non, on n'a pas d'image. Attendez, je Ah. recommence le partage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, parfait. Voilà, du coup, je disais, voilà, on répond à une demande. Donc, c'est des heures qui font partie que les jeunes doivent avoir. Et du coup, moi, ça fait quand même quelques années que je fais des interventions un peu dans les collèges ou les lycées du coin. C'est pour ça que je disais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent. Et voilà, la demande était de dire un peu comment se passent les interventions, qu'est-ce qui est important de dire aux jeunes, les informations qu'il faut véhiculer. Donc voilà, moi je vais vous présenter un petit peu comment se passent un peu mes interventions. Après, je ne suis pas non plus, enfin, si, je suis un peu spécialisée dans le domaine, mais je veux dire, tout ce que je vais dire peut être remanié. Chaque intervention peut être personnalisée par chaque infirmier ou infirmière. Donc voilà. Alors, du coup, je vais vous présenter déjà un peu la structure dans laquelle je travaille. Donc, je vous disais, hein, je suis infirmière déjà au centre d'examen de santé, donc qui appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. Donc, le centre d'examen de santé, si on peut passer là, ouais. Merci. Donc, le centre d'examen de santé, c'est un lieu qui est unique pour faire le point sur sa santé pour tous les assurés à partir de 6 ans. Voilà. Donc, c'est un examen qui est gratuit et qu'on peut faire à peu près ça dépend de votre niveau de précarité ou pas, mais entre 2 et 5 ans, on peut faire cet examen de santé. Du coup, en fonction de votre âge, de vos antécédents médicaux et de votre suivi, différents examens peuvent vous être proposés. On peut passer. Et puis, donc après, à la suite des examens que vous allez passer, eh ben, il y a une visite avec un médecin qui est fait, qui vous explique un peu les examens que vous avez passés, qui vous donne un compte-rendu de votre examen et qui réalise aussi un peu des conseils de prévention. Et puis, par rapport à... Comment faire c'est pour changer. Et du coup, par rapport à votre public de jeunes, il y a des interventions de prévention qui peuvent être faites par le personnel du centre d'examen de santé. Donc voilà, les différentes thématiques que vous pouvez retrouver donc sur les conduites addictives, des interventions sur vie affective et sexuelle. Voilà. Euh, ça, après, il faut se mettre, si vous êtes intéressé pour faire ce type d'intervention auprès de vos étudiants, il faudra se mettre en lien avec, soit avec moi ou avec le centre d'examen de santé. C'est ma collègue Annie Goutte qui s'en occupe. Donc, si vous êtes intéressé, après, vous pouvez mettre dans la discussion ou je ne sais pas, après, moi, à la fin, il y aura mon adresse mail. Donc, moi, je peux me relayer pour faire… Une petite question sur les coordonnées. Ouais, avoir. Avoir les nouveaux coordonnées pour le bilan de santé, c'est ça? Alors après, je sais qu'Annie, elle est là, qu'elle m'entend, c'est ma collègue qui s'occupe de ça, donc je la laisserai répondre pour donner les coordonnées. Voilà. Alors,
Et puis après, pour mes coordonnées à moi, bah, ils seront à la fin de l'intervention. On vous fournira le diaporama. Ouais. Et puis même pour celles, voilà, Annie, merci. Et même pour celles qui n'auront pas suivi et ceux qui n'auront pas suivi l'intervention, il y aura un replay. Stéphanie, elle s'en chargera. Voilà, donc on va continuer après sur plus présenter ce que c'est le Cégide. Ah oui, pardon, ça c'est, excusez-moi, il y avait encore une petite slide sur le centre d'examen de santé et sur les thématiques voilà, que vous pouvez demander pour faire des informations collectives auprès de vos jeunes. Voilà. Donc tout ce qui est voilà, la vie sexuelle, les addictions, et puis l'alimentation, le sport et l'examen dentaire. Donc après, voilà, le Cégide, donc c'est un centre de dépistage qui est sur les maladies, les infections sexuellement transmissibles, qui est gratuit et qui peut être anonyme. Donc on se trouve au Pontifroy, aux 3 places de la bibliothèque. Donc c'est le bâtiment qui est collé à la médiathèque. Donc, on est encore dans les locaux pendant quelques mois, mais le projet est en 2023, normalement, on devrait se rapprocher de la CPAM qui se trouve dans le quartier de Pompidou, rue des Messageries. Donc, voilà, comme ça, on aura des locaux tout neufs. Donc, notre centre, il est ouvert en gros à peu près tous les jours. Alors après, ça dépend. Si je fais des interventions, moi, à l'extérieur, je ne suis pas là et on ne peut pas faire de dépistage. Mais voilà, en gros, on est sûr ouvert normalement tous les mercredis, les jeudis, les vendredis. Et puis les lundis et les mardis, ça dépend si je suis là ou pas. Mais dans tous les cas, pour vos jeunes, vaut mieux appeler au numéro qui est là. Ça se fait sur rendez-vous. Voilà. On a une petite question oui. sur les conduites addictives. Donc, une personne qui souhaiterait savoir si, je suppose, c'est ça, si c'est des interventions sur les conduites addictives ou s'ils prennent en charge les personnes de 11 à 15 ans. Alors, sur les conduites addictives, c'est essentiellement par rapport au tabac. On ne fait pas tout ce qui est drogue, tout ça se fait pas. C'est peut-être plus le CMSEA qui s'en occupe, je ne sais pas. Mais voilà, nous, c'est plutôt centré sur la tabaco. Et puis, alors 11 ans, non, je dirais plus, Annie, tu me dis si je me trompe, mais c'est plus au quatrième, troisième. Voilà. Voilà, merci Annie. Alors, on continue donc par rapport au centre de dépistage. Je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on y fait. Donc, voilà. Donc, dépistage qui est ouvert à tout le monde. Bon, je vous avoue qu'on n'a pas non plus des gens qui ont 11 ans qui viennent se faire dépister, mais je dirais à partir de 14 ans, voilà, les personnes peuvent se faire dépister. Donc, je rappelle que c'est gratuit, que ça peut être anonyme. Après, si les gens veulent donner leur nom et prénom, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains d'entre vous qui travaillent peut-être avec des MNA, des mineurs non accompagnés. Je pense notamment dans certains lycées, lycée du bâtiment à Montigny. Même si vos jeunes n'ont pas la sécurité sociale, ils peuvent venir. On fera le dépistage, ça restera gratuit. Donc, le dépistage, ça consiste en une prise de sang. Si les jeunes ont vraiment très peur, on peut faire ce que vous voyez là sur la photo, des TROD, c'est des tests rapides d'orientation et de diagnostic. Pour les petites infections sexuellement transmissibles, c'est prélèvement local, donc soit test urinaire pour les garçons et puis un petit prélèvement vaginal pour les filles. Si elles sont très mal à l'aise, on fera le test urinaire. Voilà pour le dépistage. Les résultats ont lieu à peu près 2 jours après. Voilà. Il y a aussi à l'hôpital Bel-Air, ouais, effectivement. Donc, chez nous, enfin, sur Metz, il y a soit le Cégide au Pontifroy, sinon c'est à l'hôpital Mercy. Et dans les coins, voilà, il y a l'hôpital Bel-Air, mais je crois que j'ai dû mettre les informations sur une diapo qui est après. Voilà, si on peut passer.
Donc, l'émission, c'est tout ce qui est dépistage des infections sexuellement transmissibles, le traitement si besoin, donc plus des petites IST, hein, tout ce qui est chlamydia, gonocoque, ce qui est hépatite et VIH, on oriente à l'hôpital Merci ou à l'hôpital Bel Air. On prend rendez-vous pour la personne, on fait le courrier, mais voilà, on ne s'occupe pas de la prise en charge. Tout ce qui est conseil d'éducation à la sexualité, la contraception. Pendant l'entretien, on aborde évidemment avec la personne, avec le jeune, s'il a un moyen de contraception, s'il a des questions, s'il n'y a pas de moyen de contraception, on oriente vers le planning familial, vers des gynécos, vers des sages-femmes. On a une petite liste de sages-femmes sur Metz qui font de la contraception. Donc voilà, on oriente. On prescrit aussi la PrEP. Alors, la PrEP, je ne sais pas si vous connaissez. La PrEP, c'est le traitement en fait, qu'on prescrit à des personnes qui prennent beaucoup de risques sexuels, qui ont pas mal de partenaires. Donc, c'est vrai que pour l'instant, enfin, nous, en tout cas, au centre de dépistage, on a que des personnes homosexuelles, mais la PrEP, ça peut être aussi utilisé à des hétéros hein, qui prennent beaucoup de risques ou à des personnes, des prostituées. Donc voilà, on a des consultations PrEP toutes les semaines. Sur quel âge, hein, question. À partir de quel âge la PrEP? Bah, il n'y a pas vraiment d'âge, hein. C'est vrai qu'au centre, il me semble, on n'a que des personnes qui sont majeures, mais on peut avoir effectivement des personnes mineures. Je ne pense pas que ça pose problème. Donc pareil, hein, c'est gratuit. Alors après, là pour la PrEP, il faut quand même donner le nom et prénom, hein. Et là, il faudra faire une levée d'anonymat pour que le traitement soit remboursé. Voilà. Donc la PrEP, c'est donc le traitement en gros hein, du VIH qu'on prend soit tous les jours si on prend des risques réguliers, soit à la demande si on sait que voilà il y a des week-ends qui vont être assez chargés sexuellement. Voilà, les personnes peuvent se protéger, mais comme on le dit aux personnes qui sont sous PrEP, hein, la PrEP, c'est pas je prends la PrEP et puis j'enlève mon préservatif. Il faut vraiment que ça soit en association, quoi. Il faut pas oublier de mettre son préservatif parce que sinon on se retrouve avec des augmentations des petites IST, avec des diagnostics de syphilis. Donc voilà. Les médecins du centre de dépistage peuvent aussi prescrire la pilule d'urgence, voilà, si besoin. On réalise aussi des tests de grossesse, voilà. Il faut pas que, enfin, voilà, c'est pas automatique le test de grossesse, mais si on remarque qu'il y a un retard de règles, qu'il y a eu justement une prise de contraception d'urgence, on va proposer le test de grossesse. On a eu récemment, j'ai eu aussi quelqu'un, une jeune avec un test de grossesse positif. Donc là aussi, j'ai fait l'accompagnement, c'est-à-dire que j'ai appelé avec la jeune le centre de planif de Merci pour prendre les différents rendez-vous et voilà, pour l'accompagner. Grosse chose aussi qu'on fait, c'est la mise à jour de tous les vaccins. Comme on a de la chance que notre centre de dépistage fasse partie du centre de vaccination de Moselle, on met à jour tous les vaccins. Donc, tout ce qui est en rapport avec les maladies sexuellement transmissibles, donc hépatite B, Gardasil, hépatite A, mais aussi tout ce qui est diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. La semaine dernière, j'ai encore eu un jeune qui avait eu qu'un rappel de ROR. Je lui ai fait le deuxième. La mise à jour des vaccins peut-elle concerner les enfants ukrainiens? Alors, non, il y a un protocole apparemment, parce que moi, je ne suis pas trop là-dedans, mais j'entends beaucoup parler mes collègues de ça. Pour les Ukrainiens, il y a un protocole qui a été mis en place. Je sais que le centre de lutte anti-tuberculose envoie les radios des poumons aux travailleurs sociaux et je crois que ça, après, c'est les médecins traitants des nouveaux arrivants ukrainiens qui s'occupent de la vaccination.
Donc, effectivement, nous, on peut mettre à jour les vaccins des demandeurs d'asile, entre guillemets, standards. Pour les Ukrainiens, c'est particulier, il y a un protocole qui a été mis en place. Et pareil pour la mise à jour des vaccins. Donc, nous, c'est à partir au-delà de 3 ans. En dessous de 3 ans, c'est la PAMI parce que ça nécessite une consultation. Une consultation. Donc là, voilà, mise à jour des vaccins. Donc là, pour la mise à jour des vaccins, c'est pour les majeurs. Si on a des étudiants qui sont mineurs, il faut qu'ils viennent avec une autorisation des parents. Sinon, on ne peut pas les mettre à jour. Voilà. Tout ça, c'est gratuit. On a les vaccins sur place. Et puis, voilà, on fait de l'orientation vers des professionnels de santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le planning familial, des gynécos, des dermatos, des sages-femmes, des sexologues aussi, parce que je rappelle, les gens qui viennent faire des tests de dépistage, ils viennent des fois pas que savoir s'ils ont des maladies, mais il y a aussi des troubles au niveau de la sexualité. Donc là aussi, moi j'ai une formation, j'ai un DU de conseillère en éducation sexuelle, donc j'arrive à donner quand même certains conseils, mais après, quand c'est plus spécial, on oriente vers des sexologues. Et puis, on a quand même pas mal de personnes qui viennent qui ont subi des viols. Donc là aussi, moi, c'est un sujet qui m'intéresse grandement, donc je vais me former un petit peu là-dessus, mais au moins pour prendre premier entretien, savoir un peu quoi dire. Mais sinon, on oriente vers des associations. On a fait un listing de personnes qui, voilà, donc des personnes ressources. Donc voilà au niveau des missions. Après, donc la contraception. Donc voilà, je vous ai un petit peu noté les petites choses. Si vous faites des interventions dans le domaine de la sexualité, voilà les petites choses essentielles à dire à vos jeunes. Donc là, je vous ai listé un peu tous les moyens de contraception les plus efficaces, les plus fiables, sachant que rien n'est efficace à 100%, mais dans tous ces moyens de contraception-là, on se rapproche de 97-98% de réussite. Donc, au niveau de la pilule, donc voilà, c'est un médicament sur ordonnance. Bien parler que les sages-femmes maintenant peuvent faire le suivi parce qu'on se retrouve, après Stéphanie en parlera tout à l'heure, mais il y a de moins en moins de gynéco, en tout cas dans le secteur mosellan. Ça peut être aussi prescrit pour diminuer des douleurs de règles, les régulariser et aussi pour ralentir l'acné. Par rapport au stérilet, donc soit il y a en cuivre ou hormonal, on se retrouve de plus en plus avec des femmes qui n'ont plus trop envie de prendre des hormones, donc le stérilet peut être mis. La durée, c'est de 6 ans, mais qu'il peut s'enlever même au bout d'un an si on veut avoir des enfants. Et que ça s'épose chez des personnes, des femmes nullipares. Donc même vos petites ados, jeunes qui n'ont pas eu d'enfants, on peut poser le stérilet. Après, le stérilet, il est surtout posé à des femmes qui sont assez posées au niveau de leur sexualité. Si c'est des femmes qui changent régulièrement de partenaire, le stérilet, ce n'est pas le bon mode de contraception parce que c'est source d'augmentation d'infections sexuellement transmissibles. Voilà. Moi, c'est vrai que quand je fais mes interventions, j'aime bien à ce moment-là montrer un petit schéma de l'appareil génital de la femme avec le vagin, le col de l'utérus, les trompes, pour un peu voir où se pose le stérilet. Voilà, parce que des fois, ça se pose dans le vagin. Non, ça ne se pose pas dans le vagin, c'est le pénis qui va dans le vagin. Donc voilà, à ce moment-là, vous pouvez faire un petit rappel anatomique, c'est bien. Par rapport à l'implant, donc voilà, moi généralement je leur explique que c'est mis une petite anesthésie locale au niveau du bras. L'implant, c'est mis en place pendant 3 ans. Ensuite, le patch et l'anneau vaginal, donc là, c'est vrai que c'est des modes de contraception qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Justement, à ce propos, tant que j'y pense, je voulais juste vous dire qu'il y a une nouvelle loi qui est passée depuis le 1er janvier 2022
et que la contraception maintenant est gratuite pour les femmes de moins de 26 ans. Donc, tout ce qui est contraception, pilule de première, deuxième génération, le stérilet, la pose de l'implant. Par contre, pas de anneau, toujours pas remboursé. Il y a la première consultation qui est aussi remboursée. Et puis, la contraception d'urgence aussi qui est remboursée pour les moins de 26 ans. Donc, voilà. On vous fournira d'ailleurs les documents, on les a reçus là récemment. Je ne sais pas si on peut peut-être montrer là. Vas-y, je te laisse. Est-ce que vous voyez bien? Donc, c'est cette affiche-là. Donc, on vous la transmettra. Donc, on verra avec Madame Sanchez. On ira la déposer certainement pour que vous puissiez la diffuser dans les différents sites. Hein. Voilà, donc le patch hormonal, c'est un dispositif donc, qui se met sur la peau. C'est la fille qui le met. Elle le change toutes les semaines. Il y a une semaine où elle ne le met pas. C'est le moment où elle a ses règles. Donc, ça, ce n'est pas remboursé. L'anneau vaginal, bon, j'en parle, mais c'est vrai que c'est très peu utilisé parce qu'il faut que la fille, elle se l'insère pour 3 semaines au fond du vagin. Donc, ça nécessite d'être à l'aise avec son corps. Là aussi, ce n'est pas remboursé. Et puis, au niveau des préservatifs, donc préservatif féminin, qu'est-ce qu'il faut dire? Que ça peut être mis bien avant le rapport sexuel, contrairement au préservatif masculin. Donc, la fille, elle a le temps de bien se le mettre, que ce n'est pas en latex, donc c'est en polyuréthane, il y a moins de risque d'allergie. Et par contre, voilà, il faut être à l'aise avec son corps et c'est un peu plus cher que le préservatif masculin. Pour le préservatif masculin, j'aime bien montrer une photo où on voit qu'ils ont des couleurs. Les infirmières avec qui je travaille, elles le savent. Parce que, juste pour parler que même quand on fait la pratique de la fellation, donc c'est des préservatifs qui ont des goûts, et juste pour leur dire que même quand on fait la pratique de fellation, qui, je rappelle, n'est pas une chose qui est obligatoire, ça, c'est important de le dire aux jeunes. Chacun fait ce qu'il veut dans sa sexualité. Il n'y a rien qui est obligatoire. Chacun fait sa norme. Et voilà, leur dire que même pendant la fellation, on peut attraper des petites IST au niveau de la gorge et la transmettre à ses autres partenaires quand on fait des fellations. Donc voilà. Je montre aussi la pose du préservatif lors de mes interventions parce qu'on se rend compte que les jeunes ne savent pas poser le préservatif et après, ça craque. Voilà. Ensuite, je parle aussi pendant mes interventions des méthodes qui sont utilisées souvent par rapport aux jeunes. Donc, la méthode du retrait, c'est quand même régulièrement utilisé et je rappelle, ce n'est pas efficace. Et les filles à cet âge, vous le savez, elles sont très, très fertiles. Donc, bien leur redire que ce n'est pas une méthode qui est efficace parce que même avant d'éjaculer, le garçon sécrète un petit liquide séminal. Que les garçons doivent se sentir concernés. Moi, à chaque fois que j'ai un jeune en dépistage, je lui pose la question, est-ce que ta copine, elle a un moyen de contraception? Et c'est vrai que généralement, il sait. Donc, il faut bien leur rappeler, les garçons, que ils doivent se sentir concernés par la contraception, que ça fait partie de la communication, que ce n'est pas une question débile. Voilà. Voilà, important d'avoir 2 modes de contraception, donc le préservatif et un mode de contraception type pilule, stérilet, implant quand on est jeune. Et puis, voilà, on fait les tests tous les 2 pour le dépistage des IST. Et puis, s'il y a fidélité, on peut enlever le préservatif. Voilà, et que la première fois, son premier rapport, ça ne protège pas du risque de grossesse. Parce qu'il y a des filles qui croient que voilà, je vais avoir mon premier rapport, je suis protégée du Saint-Esprit, je ne vais pas tomber enceinte. Si. Donc voilà les petites choses que je leur dis. Ensuite, la contraception d'urgence. Alors, j'insiste un petit peu, bien utiliser le bon terme d'urgence, parce que des fois, on utilise le terme contraception du lendemain. Moi aussi, en début, je l'utilisais. Et en fait, on remarque que les jeunes, du coup, ils pensent qu'on ne peut que l'utiliser le lendemain. On ne peut que aller la chercher le lendemain du risque. Donc, non. Bien dire que, voilà, donc là, je présente les 2 pilules d'urgence qui existent. Donc, la Norlevo qui a une efficacité jusqu'à 3 jours, mais on est bien d'accord que plus on attend, plus l'efficacité est moindre.
C'est à peu près 85% d'efficacité quand on va la chercher très rapidement. Et puis, si vous attendez 3 jours, c'est 50%. Et la One, donc, il y a une efficacité jusqu'à 5 jours. Bien leur dire que ce n'est pas quelque chose qu'on prend toutes les semaines ou tous les mois. Moi, encore il n'y a pas longtemps, j'avais une jeune fille qui, voilà, en l'espace de 1 mois, elle avait utilisé 3, 4 fois la pilule d'urgence. Non, voilà. Donc, et puis, je les informe aussi du lieu où elles peuvent trouver la pilule d'urgence. Donc, généralement, ils savent, pharmacie, ils savent. L'infirmière scolaire, ils savent moins. Donc, voilà, bien leur dire qu'ils peuvent trouver cette pilule chez vous, dans vos infirmeries, et que c'est soumis au secret professionnel. Donc, il faut les rassurer là-dessus, hein, que vous n'allez pas appeler les parents ni prévenir les professeurs ou le proviseur. Et puis, parler des centres de planning familiaux, voilà, qui délivrent aussi la contraception d'urgence. Voilà. Donc après, par rapport aux infections sexuellement transmissibles, moi, mon message surtout, c'est que, alors, euh, comme le renouvellement de la Pour les infirmières scolaires, qu'elles peuvent renouveler la pilule. Ah oui, 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 c'est vrai, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que je vous avoue que j'en parle pas. Il faudrait que je le dise dans mon intervention, mais après, quand je fais des interventions avec les infirmières scolaires, elles le disent. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'étais au Pont Saint-Martin, l'infirmière scolaire l'a bien dit. Et ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est bien, c'est une mission qui met en valeur l'infirmière scolaire, je trouve. Du coup, par rapport aux infections sexuellement transmissibles, moi, un de mes messages principaux, c'est qu'il n'y a pas que le sida, il n'y a pas que le VIH, pardon, qui existe. Ça, il faut bien que les jeunes l'entendent. On ne se fait pas dépister que pour le VIH. Il y a plein d'autres IST qui sont importantes à dépister et qui sont bien plus fréquentes que le VIH. Bien, fort heureusement, nous, en centre de dépistage, on a très peu de VIH positifs. Par contre, j'ai du chlamydia toutes les semaines, du gonocoque quasiment toutes les semaines. Et voilà, il faut leur dire que c'est des petites IST qui sont très fréquentes, mais qui se soignent très bien. Donc, voilà, à dépister. Que la plupart des IST, il n'y a pas de symptômes, hein, on ne s'en rend pas compte. Souvent, ils se disent, moi, je suis clean, je n'ai pas de symptômes, donc c'est bon, on peut y aller sans préservatif. Non. Alors, des fois, quand on a des symptômes, c'est ça brûle, ça pique, ça coule. À la limite, tant mieux si on a des symptômes, parce qu'au moins, les jeunes vont faire quelque chose et vont consulter. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et que c'est bien les deux partenaires qui se font dépister. On n'envoie pas que le copain ou que la copine. Voilà, c'est les deux qui sont dépistés parce que ça ne se transmet pas à chaque rapport. Voilà, connaître ouais, c'est ce que je disais, hein, connaître son partenaire, savoir où elle habite, comment elle s'appelle, ça ne suffit pas. Il faut le dépistage et la preuve aussi, le papier. Voilà. Et chose importante que je dis, c'est que au niveau des pénétrations, qu'est-ce qui est le plus à risque ou pas? Des fois, ils ne savent pas, hein, que la pénétration anale est le plus à risque. Donc, des fois, ils ne se protègent pas au moment de la pénétration anale, alors que c'est la plus à risque, parce qu'il y a le risque au niveau des sécrétions sexuelles, mais aussi il y a le risque sanguin, comme il peut y avoir des traumatismes. Et tant que j'y pense, c'est important aussi de leur dire, parce que des fois, vous le savez, hein, à leur âge, ils se cherchent au niveau de leur orientation sexuelle. Donc, c'est important de balayer un peu tous les types de sexualité. Donc là, je pense notamment au rapport homosexuel. Leur dire aussi que les rapports filles lesbiennes, il y a le risque au niveau du partage de matériel. Si elles partagent des godes ou des choses comme ça, c'est un risque. Voilà, il faut mettre son préservatif ou il faut utiliser son propre matériel. Et en disant ça, c'est bien parce que les jeunes, au moins, enfin, voilà, ceux qui se cherchent un peu dans leur sexualité, ils se reconnaîtront dans votre intervention. C'est important dans l'intervention de ne pas parler que des hétéros. Voilà. Alors, on a une petite discussion. Ouais, alors on regarde les petites questions. On va monter un petit peu. Ouais.
Ah oui, c'est par rapport je pense, à l'ordonnance, voilà. Quel document pour renouveler le moyen? D'accord, bon, bah, c'est bien. Vous échangez entre vous, vous vous donnez des petits conseils. Comme ça, ce webinaire a aussi d'autres effets de pouvoir échanger sur vos pratiques, c'est bien. Alors, après, voilà, je vous donne quelques informations. Donc là, c'est plus pour vous, hein, personnellement, mais aussi que je dis aux jeunes. Hein, donc, l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, c'est le papillomavirus. Hein. On dit que chaque jeune fille, un jour ou l'autre, aura dans son compte-rendu de frottis, vous avez un papillomavirus. Donc, voilà, il y a un vaccin qui existe. Essayez de promouvoir, hein, quand vous avez vos visites médicales. Donc, il se fait à partir de l'âge de 13 ans. En dessous de 14 ans, on a 2 injections. Au-dessus, c'est 3 injections. Et il est gratuit jusqu'à, juste en dessous de 20 ans. N'oubliez pas qu'il y a les garçons maintenant, hein, qu'on peut vacciner depuis l'âge de 2 ans. Et puis, enlevez-vous l'idée qu'il faut vacciner que les personnes qui n'ont jamais eu de rapport. Effectivement, même si on n'a pas, enfin, quand on n'a pas eu de rapport, que le garçon ou la fille est vierge, le vaccin, ben, voilà, il va fonctionner plus rapidement. Enfin, il va mieux fonctionner, on dira, parce qu'elle n'aura pas été en contact avec le papillomavirus. Mais même si la personne a eu des rapports sexuels, il faut quand même vacciner. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 150 papillomavirus différents. Donc peut-être que les jeunes auront été en contact avec certains, mais on peut les protéger contre les autres. Donc, bien promouvoir ce vaccin-là. Moi, je remarque quand même, voilà, depuis quelques mois, que quand je fais mes interventions, j'aime bien demander qui a été vacciné ou pas. On remarque quand même que, voilà, il y a une couverture meilleure. Et juste pour votre info, par exemple, en Australie, hein, on vaccine depuis longtemps filles et garçons. Et il y a vraiment une très grande couverture à ce niveau-là, au niveau de la vaccination. Et on arrive, on commence à s'approcher à un taux de cancer du col de l'utérus, voilà, qui est vraiment très, très faible. Enfin, je ne dirais pas qu'il s'approche du zéro, mais il me semble qu'il s'en approche fortement, quoi. Donc, voilà. Deuxième infection sexuellement transmissible la plus fréquente, c'est la chlamydia. Donc, il y a à peu près 10% des jeunes, hein, de 18-25 ans qui en sont porteurs. Souvent asymptomatiques. Alors, des fois, ça peut être ça brûle, ça coule. La chlamydia, c'est la première cause de stérilité d'origine infectieuse chez la femme. Parce que, donc là, c'est pour votre information personnelle. La chlamydia, au bout de plusieurs années, la bactérie va former un bouchon au niveau des trompes. Donc, comme je vous l'ai mis sur l'image, ça va former un bouchon au niveau des trompes et du coup, bah, l'ovule ne pourra pas rencontrer le spermatozoïde. Donc, c'est quand même dommage de se retrouver voilà, à l'âge où on a envie de procréer, vers 25, 30, 35 ans, de ne pas arriver, d'être stérile à cause d'une petite IST qui, je le rappelle, se traite avec juste des antibiotiques à prendre oralement. Ensuite vient le gonocoque, donc qu'on appelle aussi la chaude-pisse parce que chez des garçons, voilà, il va y avoir un écoulement en dehors du sperme qui va couler. Il va avoir aussi des douleurs comme des sensations de lame de rasoir. Voilà, c'est assez douloureux chez l'homme. Chez la femme, c'est asymptomatique. Là aussi, il y a un traitement par antibio qui se fait au niveau intramusculaire dans les fesses. Ensuite, là, oui, je vous ai mis voilà, les condylomes, la photo, je reviens juste, j'ai oublié, le papillomavirus, donc la photo que je vous ai mis, c'est ces fameux condylomes, donc on appelle en crête de coq, c'est voilà, comme des petites peaux, voilà, c'est un type de papillomavirus qu'on peut retrouver. Donc ensuite, on a alors, on regarde la conversation. C'est un site internet, je pense qu'il y a Madame Meyer qui... On n'a toujours pas eu de formation sur les moyens de contraception nouveaux comme les pilules. Alors, juste
pour donner une info, en effet, le MOOC HPV, en fait, c'est sur le site PNS qui fait des informations justement sur plein de thèmes. Donc, il y en a un sur la contraception, sur l'endométriose, sur justement la HPV, sur plein d'autres. Là, je suis en train justement de faire un MOOC sur la tabacologie. C'est strictement gratuit. À la fin, on reçoit donc une évaluation qui peut nous servir justement à la fin pour travailler avec le chef d'établissement, ce qui peut aider vraiment à faire des interventions très intéressantes. Donc, du coup, voilà, pour les collègues qui ne connaissaient pas, allez-y, franchement, c'est une mine d'or. D'accord, merci, moi je ne connaissais pas. Un MOOC, c'est quoi exactement? C'est le cible de quoi? C'est une formation à distance, c'est pas diplômant, mais c'est une formation avec justement des médecins d'un petit peu partout. Là, entre autres, il y a eu des médecins de l'hôpital Necker, des professeurs assez prestigieux en niveau gynéco, niveau gastro et niveau plein de choses, qui justement mettent en relation leur savoir pour nous transmettre les informations correctes, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est une formation à distance. Ouais, mais qu'on peut faire n'importe quand dans l'année ou il y a des… Oui. Il suffit de s'inscrire en fait sur le site PNS et après, voilà, il y a plein d'autres sites. Hein. Il y a FunMOOC, il y en a plein qui peuvent proposer justement, comme ça, on peut le faire à n'importe quel moment. Dès qu'on a envie de se former sur quelque chose. Et c'est comme ça, justement, que j'ai appris pour l'Australie. Et en fait, on avoisine exactement, on avoisine le zéro. Ah, c'est ça. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Madame Meyer. De rien. Moi, je n'avais pas cette information-là. Je vais pouvoir me former là-dessus. Transmission entre collègues. De rien. Ah, super, merci. Alors, c'était une autre infirmière qui parlait de formation sur la contraception, nouvelle pilule. Ouais, par rapport au tabac, ouais. Donc ça, je sais pas trop. Après, ensuite, beaucoup d'infos sur l'endométriose. C'est vrai que c'est un truc d'actualité, quoi, qui est quand même assez fréquent, cette pathologie, et qui met énormément de temps apparemment à être diagnostiquée, quoi. Parce que on dit que c'est normal d'avoir des douleurs de règles, mais bon, à un certain niveau, quoi. Alors, du coup, on va continuer. Donc, par rapport aux IST, après, donc la syphilis, nous, on a régulièrement des cas de syphilis. J'en ai encore eu la semaine dernière. Je vous accorde sur certains types de populations. Nous, c'est quand même essentiellement la population homosexuelle. Et ça se traite bien. Donc, c'est antibio dans les fesses, en intramusculaire. Donc, je vous ai mis, juste pour votre information, la syphilis, ça débute, le premier symptôme, c'est le chancre. C'est une plaie qui est un petit peu creusée qu'on peut trouver au niveau des parties intimes, mais aussi au niveau des lèvres, à l'intérieur de la bouche. Et après, la deuxième, mais bon, il n'y a pas toujours. Là, par exemple, on a eu un patient, il n'avait pas trop l'air d'avoir des symptômes, donc c'est peut-être passé un peu inaperçu. Et puis après, la syphilis, donc ça, c'est la syphilis stade primaire avec le chancre. Stade secondaire, on a la roséole syphilitique avec des éruptions un petit peu sur tout le corps. Ensuite, on a l'hépatite B. Donc, normalement, les jeunes sont bien vaccinés contre l'hépatite B. Mais bon, pas tous. Moi, j'ai quand même des jeunes qui viennent avec leur carnet de vaccination. C'est pas fait automatiquement. Donc, nous, au centre de dépistage, on peut mettre à jour le vaccin pour l'hépatite B. Et puis, ça peut aboutir à un cancer du foie. Donc, c'est vrai que, pour vous donner des statistiques, c'est vrai que dans la population, moi, en centre de dépistage, l'hépatite B, c'est essentiellement chez des personnes qui viennent d'autres origines, quoi, qui sont migrantes. Et puis l'herpès génital, donc là, on a des symptômes. Généralement, ça fait un petit peu mal, ça pique. Donc là, je vous ai montré, c'est des petites vésicules. Et je rappelle, l'herpès génital,
c'est contagieux seulement quand il y a des poussées. Des fois, il y a des personnes qui nous appellent ou qui viennent, qui nous disent « je veux faire le dépistage de l'herpès ». Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y a beaucoup de monde qui sont porteurs de l'herpès dans leur corps, mais le virus, il dort et ça se transmet seulement par poussée. Donc, n'allez pas dire ah, j'ai de l'herpès génital, je suis porteur de l'herpès génital, vous allez faire peur à votre partenaire. Voilà. Et d'ailleurs, comme le papillomavirus, dire qu'on a le papillomavirus, les gynécos disent il faut vivre avec, il faut faire son suivi régulier tous les ans quand on a le papillomavirus, mais bon, voilà, il faut vivre avec. Si on commence une nouvelle relation, dire qu'on a le papillomavirus, on va faire plus peur qu'autre chose, parce que de toute façon, pour les hommes, pas grand-chose qui existe au niveau du dépistage. Voilà. Ensuite, le consentement. Donc ça, chose importante, parce que moi, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis effarée de voir pendant mes entretiens de dépistage le nombre de femmes, surtout, qui subissent des viols. Donc, leur dire que la plupart du temps, un viol, ça a lieu avec quelqu'un qu'elle connaît. Ce n'est pas à la sortie d'un bois avec un inconnu. Souvent, c'est avec quelqu'un qu'elles connaissent, donc leur petit copain, quelqu'un du collège, du lycée, dans la famille. Voilà. Il y a une petite vidéo que vous devez sûrement connaître pour beaucoup, qui s'appelle La tasse de thé. Elle est plutôt bien faite et elle montre ce qu'est le consentement, qu'il faut qu'il soit éclairé. Je rappelle, quand on est à une soirée, qu'on a trop bu, non, voilà, il faut que la personne elle soit saine d'esprit pour répondre, que quand c'est je sais pas, c'est non. Bien dire aux jeunes qu'on peut accepter certaines choses, faire des bisous, faire une fellation, j'en sais rien, mais la pénétration, voilà, si on n'est pas prête, on refuse. Ça, il faut insister là-dessus, surtout que les jeunes comprennent bien qu'il faut dire non, qu'on doit accepter le non. Moi, j'ai de plus en plus aussi de jeunes qui me parlent de ces fameuses drogues, du violeur, du GHB, qui est mis dans les verres. Alors, bon, je vais dire à la limite, quand c'est mis dans le verre, quelle chance. Parce que alors maintenant, c'est injectable. Donc, voilà, je me dis, bon, quand c'est dans son verre, on peut faire attention, leur dire de bien garder le verre, de mettre une opercule, voilà. Mais alors maintenant, moi, j'ai de plus en plus de jeunes qui me disent, on nous injecte en soirée des produits, voilà, je suis pas vieille, mais moi, à mon époque, ça n'existait pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, si pas de consentement, c'est un viol. Donc, vous pouvez parler du viol avec vos jeunes, leur dire qu'est-ce que c'est le viol. Donc, c'est toute pénétration qui n'est pas consentie. Donc, pas que la pénétration avec un pénis, mais aussi avec un objet, avec un doigt, que la fellation aussi, c'est considéré comme un viol. Et aussi, autre chose, si vous y arrivez à en parler, c'est que, bon, le viol, moi, je leur dis, je vous le souhaite pas, mais à personne, mais un réflexe qu'il faut avoir si elles ont été violées, ils ou elles ont été violées, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais qu'il faut qu'ils réussissent à faire et à penser, c'est ne pas aller se laver. C'est vrai que la première chose, c'est je vais prendre ma douche, je vais me laver, je vais enlever toute trace de mon violeur. Mais si après, ces personnes veulent porter plainte, aller ici, c'est près d'ici, c'est à l'hôpital Le Gouest, il y a un service médico-légal. Si on veut avoir des preuves, retrouver des ADN de son agresseur, et il faut éviter de prendre la douche, quoi. Mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais il faut y penser, parce que des fois, on n'y pense pas. Tout de suite, on va se laver, mais voilà. Si on veut après avoir matière à porter plainte et avoir des preuves, il faut aller courir au service médico-légal. Voilà. Alors, dans la conversation, on a Geneviève
aussi une deuxième vidéo qui se nomme Consentement 2. D'accord. Voilà, bah, c'est bien, partagez-vous hein, les informations. Il y avait quelque chose, injection, je vois, au-dessus, quelqu'un qui parlait. Au-dessus, c'est donc une personne qui disait qu'à Thionville, il y a eu Madame Meyer. Ouais. Ah ouais. Malheureusement, Ah oui, non, ce mais... week-end. Ouais. Ah oui, mais ouais. Alors, moi, j'ai des jeunes aussi qui me disent, oui, ils injectent le VIH. Bon, euh, j'ai un peu du mal à y croire. Je leur dis, attendez, il y a aucune preuve, on n'a pas fait de dépistage. Donc, moi, je pense que c'est plus ce qu'ils injectent, ça doit être du GHB, ça doit être de la drogue. Voilà. Mais bon, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et que Aux les hommes dernières aussi peuvent être infos, touchés. en Ouais. effet, c'était du GHB et il y a eu 7 à 8 plaintes pour viol et attouchement à la fête foraine ce week-end. Ouais. Donc, Ah, c'est de incroyable. plus en plus là où il y a des rassemblements de jeunes. En fait, Ouais. c'est de pire en pire. Ouais, ah oui. Et puis bon, je pense pas que. Alors là, peut-être des filles, s'ils veulent voilà, violer ou quoi, mais ça peut être aussi, parce que les garçons, des fois, ils peuvent ne pas se sentir concernés, donc ça peut être aussi un des garçons pour viol, et puis pour tout ce qui est euh, piquer l'argent, les papiers, les trucs comme ça, quoi. Donc tout le monde doit se sentir concerné. Mm. Ah, la pornographie. Vaste sujet. Donc, la pornographie, moi, je l'aborde en leur demandant, par exemple, est-ce qu'on peut se faire l'éducation à la sexualité en regardant des films porno? Généralement, ils nous disent tous non, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà, donc il faut les faire un petit peu discuter là-dessus. Euh, c'est vrai que, bon, la porno, ça permet, voilà, peut-être de voir un peu à quoi ça ressemble, le corps, mais voilà, il faut bien qu'ils se rendent compte que tout est faux, hein, que c'est des acteurs, que les femmes prennent des anesthésiants pour ne pas avoir mal, que les cris qu'elles poussent, c'est pas vraiment du plaisir, que ça se passe pas comme ça, l'image de la femme qui est dégradée. Que les hommes, après, ça entraîne quand même pas mal de troubles de la sexualité. Moi, en centre de dépistage, moi, je me suis déjà retrouvée avec des jeunes qui n'arrivent plus à éjaculer alors que ça fait 30 minutes, 40 minutes qu'ils ont le rapport sexuel. Voilà. Euh, Ça, de toute façon, vous le savez, hein, maintenant c'est accessible 24 heures sur 24. De plus en plus de jeunes en, en sont en sont spectateurs. Et voilà, ce que moi je leur dis, c'est que des fois, à l'âge de 10-11 ans, hein, on peut tomber, en regardant, les jeunes peuvent tomber sur des films porno, voilà, une publicité qui tombe. Donc, ils sont jeunes, ils sont curieux, ils vont commencer à regarder. Et puis, ils vont regarder une fois, deux fois, trois fois. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des jeunes qui justement, vont faire leur éducation à la sexualité comme ça, parce que ils auront vu toute la vie, enfin, depuis leur plus jeune âge, que ça se passe comme ça. Donc, penser au contrôle parental. Euh, voilà, qu'il y a des addictions au porno hein, qui existent. Voilà, moi, je me suis déjà retrouvée avec des jeunes j'ai bien compris qu'ils étaient addicts. Hein, et comme toutes les addictions, au début, on regarde une fois par semaine, après c'est deux fois par semaine, après c'est tous les jours, et puis ensuite on y pense toute la journée, on évite d'aller faire du sport ou de voir ses copains pour regarder son film porno. Donc voilà, il y a des addictions à la porno qui arrivent, mais ça se soigne, hein, comme toutes les addictions, hein, il y a des choses à faire, à mettre en place. Mais après, c'est vrai que bon, quand je vais au collège, au lycée, hein, je trouve qu'ils disent quand même bien que ce n'est pas la réalité, ils en ont conscience, mais bon. Après, quand ils sont dans le feu de l'action, voir comment ils se comportent avec leur partenaire, bon, voilà.
Les nudes aussi, donc ça c'est c'est un peu comme les drogues et comme les injections, hein. Les nudes, moi ça n'existait pas non plus à mon époque. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas le téléphone portable, mais là, enfin, je sais qu'à chaque fois que je vais dans un collège ou un lycée, on me rapporte des faits. Donc voilà, ce qu'il faut bien qu'ils retiennent, c'est que, bon, à la limite, enfin, c'est pas interdit d'envoyer des photos un petit peu dénudées, mais voilà, bien qu'ils comprennent que le partenaire à qui ils envoient au moment T, ça se trouve, ils ont confiance en lui, mais que plus tard, dans quelques jours, dans quelques semaines ou quelques mois, ils seront plus en couple avec cette personne-là, et puis que par vengeance, l'autre va envoyer les photos, que peut-être que si momenté, quand ils envoient la photo, le copain n'est peut-être pas tout seul, il a peut-être un copain, un pote qui est à côté de lui et puis qui voit la photo et puis qui screen la photo. Donc voilà, leur faire comprendre que, parce que je sais que sur Snap, souvent, ils me racontent qu'il y a ça circule là-dedans, que voilà, s'ils sont en contact avec une photo, la partage surtout pas. Si on connaît la personne, on va voir la personne. On lui dit, tiens, attention, il y a une photo de toi qui circule. Et puis surtout qu'ils ne pensent pas qu'ils vont réussir à s'en sortir tout seuls. Il faut en parler. Il faut en parler aux parents, il faut en parler à l'infirmière, au CPE, parce que tout seuls, ils ne s'en sortiront pas. Après, ça va être du harcèlement. Enfin, voilà, à ce niveau-là, je pense que vous y connaissez bien mieux que moi sur toutes les répercussions que ça peut avoir. Mais voilà, c'est vrai que c'est une chose qu'il faut aborder pendant vos interventions. Voilà, moi j'ai un petit peu fini sur tout ce qui est ma partie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le diapo, mais il y a quelques années, voilà, je m'étais présentée à pas mal d'infirmières scolaires. Depuis ce moment, je travaille avec certaines, mais je travaille qu'avec des femmes. Je suis désolée, voilà. Ou avec assistante sociale. Voilà, je travaille notamment avec assistante sociale du collège ou du lycée de Talange, qui est super. Et donc voilà, si vous avez besoin de mes interventions, après c'est sûr, hein, je ne peux pas aller partout. Moi, c'est plutôt le mardi où je suis disponible, mais il faut vraiment m'appeler avant, en fait, parce que le planning, il se remplit vite, parce qu'on ne peut pas faire des interventions en une demi-heure, hein. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai des infirmières qui m'avaient contactée il n'y a pas très longtemps parce qu'elles avaient été lâchées par le planning familial. Donc voilà, je leur avais donné quelques conseils, soit oralement, ou soit l'infirmière était venue me voir et puis on avait pu un petit peu échanger pour qu'elles soient un minimum armées pour faire leur intervention. Donc voilà. Je te laisse la place, hein, Delphine. Alors, du coup, je vais faire juste un petit point sur une action qu'on a mis en place depuis un peu plus d'un an. Donc, oui, effectivement, il y a eu la période Covid au milieu qui a freiné l'action. Donc, on a mis en place une action pour justement faire connaître les compétences des sages-femmes, puisque effectivement, après avoir fait une analyse territoriale, on s'est rendu compte que les médecins généralistes qui sont présents, eux, sur tout le territoire, ne font pas de suivi gynécologique pour la plupart. Ils sont que 3% à effectuer suivi gynécologique. Donc, ils préfèrent orienter leurs patientes. Encore faut-il trouver vers qui. Donc, les gynécologues, eux, ces dernières années, sont en diminution constante. Donc, depuis 8 ans, il y a moins de 22% de gynécologues sur le territoire et ils sont concentrés sur les grandes villes. Ce qui peut poser problème pour les femmes et les jeunes filles de faire leur premier rendez-vous suivi gynécologique, puisque pour ce qui est des nouveaux patients, c'est encore plus compliqué d'avoir un rendez-vous.
Donc voilà, on fait l'information sur le fait que les sages-femmes peuvent faire le suivi gynécologique. On reverra après les différentes compétences qui peuvent vous concerner. Et puis, elles sont en augmentation constante à l'inverse des gynécologues. Il y a plus 60% de sages-femmes qui se sont installées en 8 ans. Et elles sont réparties plus également sur tout le territoire. Donc, elles sont là principalement pour faire le suivi gynécologique des femmes en bonne santé et puis les actes de prévention. Donc, effectivement, quand il y a une maladie très particulière, l'orientation est faite vers les gynécologues. Donc, voilà l'action. On a fait des informations auprès des médecins généralistes pour qu'ils aient effectivement une solution d'orientation pour leurs patientes quand ils abordent le sujet de la contraception notamment. Souvent, les médecins généralistes abordent le sujet comme ça en demandant est-ce que vous avez une contraception, est-ce que vous avez un suivi régulier. Et puis des actions vers les femmes. Donc, on a fait une action vers les salons de coiffure et d'esthétique. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où les personnes, les femmes en général, se confient peut-être plus, ont plus de facilité à parler de choses plus intimes avec leur esthéticienne ou les coiffeurs, coiffeuses. Donc, on était parti là-dessus. Elles ont eu une petite formation sur le sujet et elles pouvaient donc aborder le sujet en disant, savez-vous que les sages-femmes peuvent faire votre suivi gynécologique? On a fait aussi une campagne d'affichage sur les bus, les abribus et puis les panneaux d'affichage urbain. On a relayé l'information auprès de l'université pour qu'ils puissent aussi fournir cette information aux étudiantes. On a fait une interview dans une radio locale et puis on a fait également une campagne de communication digitale. Donc, on a pris plusieurs supports, ce qui a permis de toucher différents âges, hein, parce que selon les supports, on n'a pas forcément les mêmes personnes qui utilisent. Donc, par exemple, pour Facebook, on est plus sur les plus de 30 ans. On avait des petites bannières sur Google, on pouvait cliquer dessus pour voir des vidéos. Donc, je vous ai mis le lien, vous aurez le diaporama avec, vous pourrez aller regarder. Sinon, vous avez l'affiche à côté avec le QR code qui permet directement d'envoyer sur la page dédiée. Donc, sur cette page, vous avez des témoignages, donc une sage-femme qui explique en quoi consiste le suivi gynécologique chez les sages-femmes. Et puis, vous avez des femmes de différents âges qui témoignent aussi de leur suivi gynécologique qui est fait par leur sage-femme. Donc, voilà. Et puis, donc, pour ce qui est des compétences des sages-femmes, donc, elles peuvent effectivement réaliser la première consultation santé sexuelle et contraception qui permet d'aborder également tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est les filles uniquement pour les sages-femmes. Pour les garçons, ce sera fait chez le médecin. Le médecin peut faire également chez les filles. Elles peuvent prescrire la contraception, donc faire effectivement le suivi gynécologique, proposer aussi des dépistages et des traitements. Elles peuvent faire une IVG médicamenteuse. Elles peuvent procéder à des vaccinations. Et puis, effectivement, un suivi de grossesse, comme on connaît déjà. Voilà, alors je vais regarder le fil de discussion. J'ai vu qu'il y avait des petits commentaires. C'est le moment, si vous avez des questions. Moi, je voulais juste rajouter que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Dans mes interventions, voilà, j'aime bien parler aussi un peu des questions que les jeunes se posent, donc tout ce qui est la taille du pénis, le premier rapport, les douleurs, ça saigne, tout ça. Donc ça, c'est important d'en parler pour lever un peu les questions que les jeunes peuvent se poser. Voilà, que le matin, ils se réveillent, les garçons avec une érection, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il faut prendre un petit peu les devants au cas où ils n'osent pas poser les questions. Mais bon, après, s'ils vous connaissent bien, s'ils sont à l'aise, voilà, vous pouvez faire des petites boîtes à questions anonymes avant l'intervention. Voilà. Oui, voilà, justement. J'ai fait en amont des questions anonymes, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est énergivore, bah oui. Non, c'est vrai qu'une intervention. Ah ouais, d'accord, 66 heures, la vache. C'est vrai que c'est difficile quand on fait les interventions. C'est pour ça que c'est bien d'être à deux. Moi, quand je vais dans les collèges ou dans les lycées, j'aime bien que l'infirmière soit là. Qu'on fasse l'intervention à deux, c'est vrai que c'est plus confortable. Et puis parce que enfin, j'estime que l'infirmière doit toujours être là parce que c'est elle qui fait le relais après et qui fait le relais avec les jeunes. Mais je me suis déjà malheureusement retrouvée dans des collèges où l'infirmière n'était pas là. Ça m'embête un peu. Voilà. Mes interventions durent combien de temps? Après, moi, je m'adapte à ce que veut l'infirmière. Il y a des infirmières qui veulent faire des interventions. Et puis, ça dépend aussi du temps qui me reste dans l'année. Des fois, c'est en classe complète. Des fois, c'est en demi-classe. Euh, Moi, je pense que… Alors après, c'est pas un créneau horaire qui est génial des fois, mais je pense qu'une heure et demie, voilà, ça va, ou 2 heures. Euh, Après, dans d'autres, j'ai déjà fait 1 heure dans des collèges. C'est vrai que bon, bah, si j'ai pas mal de collèges à faire ou de lycées, entre 1 heure et 2 heures, c'est du kit au double. Donc voilà. Voilà, minimum 1 heure et puis maximum 2 heures. Voilà, je m'adapte aussi comment fonctionne l'infirmière. Voilà, obligatoire d'être à deux. Bah ouais, mais tout le monde, voilà. Moi, d'ailleurs, je n'y vais plus depuis quelques années. Je me suis déjà retrouvée dans un collège où j'étais toute seule et où c'était la prof d'SVT qui était là au fond de la classe et qui corrigeait ses copies et qui n'intervenait pas. Donc moi, pour moi, enfin, voilà, c'est pas possible. Voilà, j'estime que l'infirmière doit être là parce que, comme je vous le redis, elle fait le relais et puis parce qu'elle connaît ses jeunes, elle sait que voilà, dans telle classe, il y a telle problématique. Voilà. Et puis, c'est bien d'échanger. Vous voyez là, vous m'avez appris des choses. Moi, je pars du principe que je ne connais pas tout, qu'on est là pour s'apporter mutuellement des connaissances. Donc, c'est pour ça que j'aime bien intervenir avec d'autres personnes. Ah, vous êtes gentille, Madame Meyer. Vous êtes dans quel collège ou dans quel lycée? Parce que du coup, c'est vrai que je ne vous connaissais pas. Si vous pouvez me dire où vous êtes. À Romba, d'accord. Ok. Ça roule. Ah, ah, Verny. C'est Daniel. Oui, on rigole bien avec mes interventions. Vous avez encore des créneaux avant la fin de l'année scolaire. Euh, ben, disons que après, c'est plus vous, en fait, au mois de juin, je sais qu'il y a de moins en moins d'étudiants. Peut-être qu'il me reste, mi-juin ou la semaine, ouais. Après, à voir comment on peut s'organiser. Mais moi, je sais que souvent, les infirmières, elles me disent, voilà, à partir du mois de juin, il y a de moins en moins d'étudiants. Mais oui, ça peut se trouver peut-être avant fin juin. Pas de souci, Daniel, on se recontactera. Est-ce qu'il y a encore des questions, des sujets que vous souhaitez aborder? Après, si vous avez, voilà, s'il y a des questions qui vous viennent, ben, n'hésitez pas, hein, vous avez mes coordonnées par mail. À la limite,
Je préfère déjà par mail parce que c'est vrai que je ne suis pas toujours dans mon bureau ou sinon je suis avec des patients en entretien ou j'ai pas mal de patients qui m'appellent aussi pour leurs résultats. Donc, pour une première approche, peut-être par mail, comme ça, après, on peut sans souci hein, se caler un rendez-vous téléphonique, il n'y a pas de problème. Mais parce que sinon, j'ai peur de ne pas avoir le temps de vous répondre. Et sur Thionville, est-ce qu'il y a des interventions? Alors, sur Thionville, ça devait se faire. Alors, je ne sais pas dans quel lycée, mais j'ai un ami enfin un copain plutôt, qui fait de la course à pied, qui m'a contacté. C'est un prof de sciences médico-sociales. Alors maintenant, ça se dit ST2S. Je ne sais plus dans quel lycée. J'ai oublié. Euh, je devais faire intervenir auprès de ces élèves de ST2S. Et bon, ça n'a pas pu se faire, mais ça se fera l'année prochaine. Mais ouais, disons que moi, c'est vrai que c'est Metz et les environs. Bon, à la limite, Thionville, pourquoi pas. Après, je vous avoue que au-delà de Thionville, ou même au-delà de. Enfin, bon, Rémy, ça va encore, mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué. Mais ou sinon, il faut demander aux autres CJ, ils font peut-être des interventions. Voilà. Après, je sais que. Entre vous, vous pouvez des fois peut-être, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais au Bon Saint-Martin avec l'infirmière du Bon Saint-Martin, puis aussi des interventions avec des autres infirmières scolaires. Donc, si vous ne voulez pas être seule, peut-être qu'à deux, vous pouvez y arriver. Voilà. Il y avait une question sur les interruptions de grossesse. Ouais. Alors, avez-vous été amené à accompagner des élèves dans des situations d'interruption de grossesse? Moi, voilà, j'ai eu, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu une jeune qui est venue faire son dépistage, à qui j'avais prescrit un test de grossesse et puis qui était positif. Donc, c'est moi qui ai appelé hein, le service d'ontogénie, je ne sais plus quel est le terme technique, en tout cas de l'hôpital Merci. Donc, j'ai appelé moi en mettant le haut-parleur et en prenant les rendez-vous. C'est vraiment très rapide, hein. J'avais appelé le vendredi. Je crois que le lundi, la jeune avait rendez-vous pour faire d'abord l'échographie parce que moi, elle avait eu déjà hein, la prise de sang pour la datation un peu. Donc, elle arrivait déjà avec son résultat de prise de sang. Le lendemain, voilà, le lundi, elle avait rendez-vous pour l'échographie de datation. Et puis, je crois que le surlendemain, le mardi, elle avait rendez-vous avec la sage-femme pour un petit peu les démarches. Ça s'était fait un rendez-vous téléphonique. Bon, voilà, je trouve que c'est bien. Bon, ça évite que la jeune se déplace l'hôpital Merci. Voilà. Donc, oui, moi, j'accompagne. Je ne laisse pas mes patients tout seuls. Euh, Après, je sais aussi qu'il y a donc toujours l'infirmière du Bon Saint-Martin qui m'avait dit qu'elle avait des étudiants infirmiers qui étaient intervenus dans son collège et puis qui avaient fait aussi des interventions. Voilà, ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que nous, on a aussi l'expérience. Moi, ce que les infirmières aiment bien et ce que les jeunes aiment bien, c'est voilà, j'apporte des anecdotes concrètes voilà, de situations, quoi. Alors, concernant les secteurs de Thionville, une infirmière du CES, EPS peut aussi intervenir. Ça, c'est plus Annie. Oui, pardon, c'est toi qui réponds. Excuse-moi. On peut passer directement par le CPES. Ouais. Après, il faut avoir de la chance. Et là, je vous dis, j'ai eu une ou deux infirmières qui se sont fait un petit peu balader par le CPEF qui leur a dit oui, oui, on va intervenir. Et puis, finalement, à la dernière minute, ils les ont plantés. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a le planning familial qui peut intervenir. Il y a aussi des étudiants sages-femmes, apparemment, qui peuvent aussi faire des interventions. Donc voilà.
je pense que vous pouvez réussir à trouver des personnes ressources. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, hein. C'est sûr que c'est sûr que moi, si on m'appelle au mois d'avril pour le mois de mai, malheureusement, c'est compliqué, quoi. Alors, voilà, soit vous m'appelez au mois d'octobre, novembre, voilà, une fois que ça a été accordé par votre direction. Voilà. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer. On vous remercie pour votre présence, Ouais, merci à tous, toutes. pour avoir été présent, parce que vous êtes finalement 60 sur les 70 prévus, donc Bah ouais, c'est bien. une belle participation. Bah ouais. Bah, c'est un sujet intéressant. Alors, on m'a souvent répondu qu'avec le Covid, voilà. C'est vrai que l'année dernière, moi, je ne pouvais pas me déplacer, hein. Ma direction ne souhaitait pas que je me déplace par rapport au Covid, mais maintenant, c'est fini, Ça hein. va mieux. Ouais, voilà, ça va mieux. Donc, ce sera enregistré. Je vais tenter de faire parvenir l'enregistrement et puis je vous ferai parvenir aussi le diaporama. Merci, mon On ancienne verra voisine. avec Madame Sanchez. Donc, demain, il y a une autre session pour le reste du groupe.